Bonjour et bienvenue dans cette émission du 14 septembre 2024 de cette Web TV sur laquelle je vous propose une information franche et directe, sans concession ni tabou, accessible, honnête et sourcée, en vous rappelant que grâce à mes donateurs et abonnés, je suis totalement indépendant et donc libre de mes propos. Le sujet du jour portera sur le procès en diffamation intenté par Jean-Michel Trogneux et sa sœur Brigitte Trogneux, épouse Macron, contre Natacha Ray, journaliste, et Amandine Roy, qui avait mis à disposition son canal YouTube. Alors, il y avait aucune surprise à attendre, comme au bon tweet français nous l'avait rappelé. De toute manière, c'était évident que Natacha et Amandine allaient perdre le procès, d'un procès qui ne portait aucunement sur le fond du sujet. Nous allons développer ceci en grand détail, et concluait-il, les petites putes des médias utiliseront ce jugement pour expliquer que vous voyez bien que Brigitte Macron est une femme. Alors c'est évidemment exactement ce que nous avons vu, mais déjà, commençons par souligner que le procès en lui-même était un déni de droit structurel pour les raisons que maître François d'Angléan, un des avocats de la défense, explicite ici au micro de Tribune Libre. En principe, le juge ne peut pas être sous l'emprise du pouvoir exécutif, ne doit pas être sous l'emprise de tel ou tel lobby, de telle organisation syndicale ou autre, et puisque son travail, c'est d'appliquer les lois votées au Parlement pour l'essentiel, et surtout en matière pénale, puisqu'ici nous sommes en matière pénale. Alors, peut-être une observation complémentaire. Ce procès posait un véritable problème constitutionnel qui tient dans la situation suivante. Natacha Ray, Amandine Roy ont été jugés par 3 juges, une formation collégiale de 3 juges, et ces 3 juges siègent au tribunal de Paris parce qu'ils ont été désignés pour siéger dans cette juridiction par le mari de Madame Brigitte Trogneux, épouse Macron, c'est-à-dire par Emmanuel Macron lui-même, le président de la République. C'est une situation inédite, extravagante, je dirais même presque baroque, une situation qui ne peut jamais exister dans un État de droit, qui ne peut jamais exister au Royaume-Uni ou aux États-Unis, par exemple. Tout le monde crierait au scandale. Et il y a plus grave que cela, qui tient dans le fait que le procureur de la République, qui siégeait à l'audience, a lui aussi été désigné pour siégé au tribunal de Paris par le mari de Madame Brigitte Trogneux, c'est-à-dire par Emmanuel Macron. Et il y a encore plus extravagant, qui tient dans le fait que le ministre de la Justice, le ministre de la Justice lui-même, Monsieur Dupond-Moretti, a été désigné pour exercer la fonction de ministre de la Justice par le mari de Madame Brigitte Trogneux, épouse Macron, et surtout, il a été choisi à ce poste, c'est dans la presse. Il y a sur Internet, dans les médias ordinaires du pouvoir, 5, 6, 7 articles qui expliquent que Éric Dupond-Moretti a été désigné et choisi pour exercer la fonction de ministre de la Justice par Madame Brigitte Trogneux, épouse Macron. Donc c'est une situation, j'allais dire presque une justice congénitale, une situation extravagante, et d'autant plus que le ministre de la Justice est autorité de poursuite pour les juges qui ont siégé à la 17e chambre du tribunal correctionnel de Paris. Il est aussi autorité de poursuite pour le procureur qui a siégé au tribunal correctionnel de Paris dans cette affaire. Donc on est dans une situation absolument invraisemblable.
Alors nous allons entrer bien sûr dans le vif du sujet, mais en soulignant que au moins ce procès et la décision rendue auront-ils été l'occasion d'une exposition publique, évidemment pas dans les médias mainstream, qui eux ont tout fait pour refermer le couvercle sur la réalité de l'affaire, mais il y a beaucoup de prises de parole qui se sont succédées des avocats de la défense, mais également des prévenus, Natacha Ray et Amandine Roy. Je m'inspirerai largement du travail collecté sur Tribune Libre, chaîne que je salue et à laquelle je vous recommande de vous abonner, mais il y a également le magazine Nexus qui a donné la parole à 2 reprises à Natacha Ray, ainsi que Géopolitique Profonde et bien sûr un ensemble d'autres canaux indépendants dont je salue bien sûr le travail. Alors oui, voyez, la presse a immédiatement titré « Rumeur transphobe contre Brigitte Macron, 2 femmes condamnées pour complicité de diffamation publique ». Et oui, à cela près que, rappelons-le une fois de plus, l'accusation ne portait aucunement sur ce qu'affirme la presse prostituée, c'est-à-dire une diffamation sur le caractère transphobe éventuel de Brigitte Trogneux, épouse Macron, mais sur complètement autre chose. Résumé ici par Campagnol, c'est-à-dire que dans son enquête, Natacha Ray a cherché à obtenir les actes de naissance des personnes concernées, ce qui est légal, vous pouvez demander l'acte de naissance de n'importe qui. La mairie d'Amiens a refusé d'accéder à la requête, et donc, légitimement, Natacha Ray a conclu qu'il s'agissait d'un faux ou qu'il y avait une falsification des données. Tout ceci pour recevoir finalement l'extrait en question près d'1 an plus tard. Et pendant cette année, eh bien oui, elle a supposé que si la mairie d'Amiens prétendait ne pas être en possession d'un document dont il s'avère in fine qu'il l'avait bel et bien dans ses dossiers, eh bien, comme elle l'a dit au micro du magazine Nexus, ils avaient vraiment fouillé pour voir s'ils retrouvaient cet acte de naissance et ils m'assuraient, donc la mairie d'Amiens m'assurait, moi, Natacha Ray, qu'ils ne le retrouveraient pas. Je leur ai dit, mais regardez bien, ce n'est pas possible, Jean-Michel Trogneux est né officiellement à Amiens, vous devez retrouver son acte de naissance. Et donc, elle précise, elle n'en a pas tiré aussitôt des conclusions, mais elle a fini par se dire que tout cela était vraiment louche et à en parler publiquement. Donc on est dans ce cas de figure où on prend des allégations qui n'ont rien à voir avec le cœur de l'affaire et même, comme nous le résume ici Maître d'Angléan, reprenant les ficelles d'un précédent procès qui avait eu lieu en 2023, qui avait également abouti à une condamnation de Madame Natacha Ray, en imputant à la prévenue des propos qu'elle n'a jamais tenus, et en la condamnant pour des choses qu'elle n'a pas dites, mais dont les parties civiles affirment envers et contre tout qu'elle les a bel et bien prononcées. Ce qui dessine une situation qui, sur le plan judiciaire, est totalement inacceptable et choquante. Écoutons Maître d'Angléan. Et sur les 18 passages qui étaient poursuivis au titre de l'action en diffamation, peut-être tout au plus 1 ou 2 à la marge auraient été susceptibles de l'action en diffamation. Les autres n'entraient pas du tout dans le champ d'application de l'infraction de diffamation. Bref, nous allons faire appel parce que Natacha Ray estime qu'elle n'a pas bénéficié d'un procès équitable, et puis ce n'est pas la première fois, puisqu'elle a déjà été jugée au mois de juin 2023 par la Cour d'appel de Caen, qui l'a déclaré coupable de diffamation à la demande de personnes qui étaient des ex-membres de la famille de Brigitte Trogneux. Et dans cette affaire, donc, Natacha Ray a déjà été victime d'une escroquerie par jugement parce qu'elle a été déclarée coupable sur 7 passages qu'elle n'a jamais prononcés. Alors, d'où viennent ces 7 passages, ces 7 discours? Eh bien, ce sont des discours qui ont été fabriqués sous la forme de notes de synthèse par les parties civiles, c'est-à-dire par les gens de l'ex-famille de Brigitte Macron. Voilà. En gros, Natacha Ray s'est exprimée dans une vidéo. Une partie de la vidéo a été transcrite au travers d'un constat d'huissier et les prétendues parties civiles
les époux Osière ont transcrit donc dans la citation à comparaître, c'est-à-dire l'acte introductif d'instance, une partie des discours réellement prononcés par Natacha Ray, mais les discours précis qui font à chaque fois 4 ou 5 lignes pour lesquels elle a été poursuivie et déclarée coupable ne se retrouvent pas dans les discours qu'elle a réellement prononcés sur Internet. Il faut comprendre que ce sont les parties civiles, les époux Osière, les amis de Madame ex-belle-famille de Brigitte Trogneux. Ces gens-là, au moment de la rédaction de la citation à comparaître, ont fabriqué 7 notes de synthèse, en gros, dans le goût de Natacha Ray. Et bien sûr, ces 7 notes de synthèse, qui font à chaque fois 4 ou 5 lignes, n'ont jamais été rendues publiques, ni par eux, et encore moins par Natacha Ray. Donc elle est victime d'une escroquerie par jugement. Natacha Ray a formé un pourvoi en cassation, et on s'aperçoit que la Cour de cassation a déposé un rapport préliminaire qui a été rédigé par une juge qui s'appelle Florence Merloz. Je pense que c'est une Savoyarde, peut-être qu'elle est amie ou proche de Michel Barnier, on n'en sait rien. À tout le moins, cette Florence Merloz, dans son rapport, estime qu'il faut jeter à la poubelle le pourvoi en cassation de Natacha Ray, alors que ce pourvoi en cassation doit automatiquement entraîner une cassation sans renvoi. Bon, bref, si c'est le cas, Natacha Ray a décidé d'engager une surcitation directe devant le tribunal correctionnel de Paris, puisque la Cour de cassation est à Paris, une action pour escroquerie au jugement en bande organisée, et de poursuivre donc les ex-membres de la famille de Madame Brigitte Trogneux, c'est-à-dire les époux Osière, et puis leur avocat, complice, et puis les 3 juges qui ont siégé à la Cour d'appel de Caen, et le procureur général de la Cour d'appel de Caen. Et on attend la décision de la Cour de cassation, mais si c'est le cas, si les 3 juges de la Cour de cassation refusent de casser sans renvoi la décision de la Cour d'appel de Caen, eh bien, Madame Natacha Ray a décidé aussi de les poursuivre devant le tribunal correctionnel de Paris pour complicité d'escroquerie au jugement en bande organisée. Voilà, c'est une justice qui a perdu le nord en quelque sorte. On n'a plus du tout l'impression que les juges exercent leur fonction, leur mission, c'est-à-dire d'appliquer objectivement les lois. Alors cela dit, on sait bien sûr que le fond du problème, à la limite, n'est pas l'identité et la transition de genre éventuelle de Brigitte Macron, mais la réalité objective, c'est attesté aujourd'hui. Le couple présidentiel a cherché à le camoufler, notamment en faussant les dates dans les récits biographiques de leur rencontre, mais on sait que Brigitte Macron avait au mieux 39 ou 40 ans à l'époque de sa rencontre amoureuse avec Emmanuel Macron, lui-même âgé de 14 ans. Et donc, qu'on est dans un cas constitutif de détournement de mineurs, c'est ça évidemment qui pose problème et qui met l'Élysée tellement sur la défensive. Je vous cite un petit extrait plaisant d'une émission de Pascal Praud au cours de laquelle un invité avait subrepticement osé évoquer ce thème, ce motif, ce sujet, et il suffit de voir la réaction de M. Praud et de ses chroniqueurs pour comprendre qu'effectivement, on est là, au cœur de la bombe prête à exploser. Un homme de 40 ans, mais c'est très moral, hein, ce que je vais vous dire. Il ne doit pas regarder une jeune femme de 15 ans. Il y a tout un débat, hein. Il y a le débat SNEF, il y a le débat de il y a le débat de l'âge de la majorité sexuelle d'une jeune femme. Oui, mais la majorité sexuelle permet à une jeune fille, à partir de 15 ans, de choisir sa sexualité. Vous me permettez une remarque personnelle? Vous me permettez une remarque personnelle? Hein. Oui, bien Moi, sûr. j'ai 4 filles. Oui. Si une de mes filles de 15 ans était sortie avec un homme de 45 ans, ça aurait été un sujet pour moi. Moi aussi. De vous entendre dire ça me fait réfléchir et je me dis, oui, les filles, les garçons aussi. Un garçon de 14-15 ans et une femme de 39-40 ans ne sont pas dans un rapport très égalitaire. C'est vrai.
Oui. Alors, je n'ai pas du tout honte de vous l'avoir chuchoté, puisque je vous le dis, à haute voix, et je vous laisse le méditer. Ce que vous dites, Oui. oui. Mhm. Bon. Oui. D'accord. Et nous verrons plus loin dans cette émission, à la faveur des révélations de Zoé Sagan, que cette question du détournement de mineurs, mais à quelle fin, par qui, et éventuellement dans le cadre de quelle opération des services secrets ou de l'État profond, est bien sûr le cœur du sujet. Et Amandine Roy, qui s'est fait passablement rudoyer par la présidente du tribunal lors de l'audience qui a eu lieu de mémoire à la fin du mois de juin, ou était-ce au début du mois de juillet, explicite le fait que la présidente l'a interpellée sur ce thème du possible détournement de mineurs, mais avec une question à faire tomber les chaussettes. Déjà, on ne faisait que amorcer le sujet, sans prétendre le terminer. On était consciente, et on l'a dit, on l'a répété, on ne faisait qu'amorcer le sujet. Et de deux, la vérité, c'est la vérité. Donc, à partir du moment où il n'y a pas de mensonge, comment est-ce qu'on peut se retrouver condamné ? On est censé être la France. On est censé être la France. C'est une parodie de justice. Il peut y avoir aussi des pressions, donc je veux pas, je laisse le doute. J'ai pas trop de doutes, mais par principe, je laisse quand même un doute parce que les pressions sont forcément existantes. Mais j'avoue que me faire demander entre quatre yeux à la barre du tribunal en quoi un détournement de mineur ça vous pose un problème, mais jamais de ma vie je vais oublier que ça m'a été demandé dans un tribunal par des personnes qui représentent l'autorité de la loi. Jamais je l'oublierai. Et je crois que nous ne devons pas l'oublier non plus. Tout est faux dans le traitement judiciaire de cette affaire. Il ne devrait même pas y avoir de procédure en cours. De surcroît, la censure sévit sur les réseaux sociaux. Mike Borowski de Géopolitique Profonde a vu une interview d'Amandine Roy être censurée dans les 10 minutes après sa publication sur TikTok. Mais ça va encore beaucoup plus loin puisque Maître d'Angléan témoigne du fait que son enfant âgé d'un peu plus de 2 ans lui a été retiré, la garde lui en a été retirée par les services de l'État avec des menaces du responsable d'aide sociale concerné. Donc il faut savoir qu'au moment où Maître d'Angléan a accepté de prendre la défense des prévenus, la mère de son enfant a commencé à se sentir peu bien, et maintenant je lui donne la parole. La mère de mon enfant est retombée dans une difficulté. Elle est allée voir ces gens de l'aide sociale à l'enfance dans mon dos avec mon petit garçon pour demander qu'il soit replacé en famille d'accueil. Alors que cet enfant était protégé par une décision de justice, il avait été assigné à résidence à mon domicile jusqu'au 30 ou 31 mai 2023. Et cette situation s'est passée le 5 avril 2023. Un éducateur véreux, une crevure d'éducateur, s'est emparé de mon fils et l'a fait replacer dans une famille d'accueil sans aucune décision de justice. Et ce jour-là, le 5 avril 2023, cet individu m'a tenu le discours suivant: fermez votre bouche en qualité d'avocat, sinon vous ne reverrez pas votre enfant avant l'âge de 18 ans. Voilà où nous en sommes dans ce prétendu pays des droits de l'homme. La France, une justice de francard républicain, une justice d'opérette, une justice dans laquelle on s'en prend aux enfants des avocats pour essayer de les faire taire. Alors oui, la situation est évidemment consternante. Elle a l'avantage de faire parler d'elle. Si vous avez besoin de suivre attentivement les développements ultérieurs, bien sûr, je vous recommande de vous référer aux médias indépendants, ceux qui sont mentionnés dans cette émission et tous les autres. On peut penser bien sûr à Toxin Média, à France Soir, à Putsch, aux Incorrectibles. Enfin, la liste est longue dans différents pays. Et puis de suivre des personnalités en ligne comme Campagnol, qui, le 14 septembre, a publié un clip d'une dizaine de minutes de Jim Léveilleur qui résume, je crois, fort bien la situation. Mais Amandine Roy souligne avec beaucoup de recul et de finesse que cet acharnement
Alors bien sûr, protégés par les médias qui, eux, font croire qu'on n'a fait que réprimer des personnes s'étant livrées à la diffamation, mais enfin qui est quand même visible à toute personne n'ayant pas totalement perdu tous ses grains de bon sens, eh bien, en quelque sorte, est très susceptible de se retourner contre ceux qui provoquent et organisent ce harcèlement. On lâche pas le morceau. C'est dommage parce que même pour eux, c'est pour vous dire à quel point j'essaye d'analyser la situation et pas juste de voir mon nombril. Tout le monde est au courant, je veux dire, c'est mondialement su. C'est un secret de polichinelle aux États-Unis notamment. Tout à fait, et donc il se nuise à lui-même, c'est-à-dire qu'en continuant de s'acharner sur nous, sur un dossier qui juridiquement, si c'était uniquement le droit qui s'appliquait, ce serait déjà arrêté, il se crée des problèmes à eux en fait. Ils nous poursuivent, nous, ok, on va être encore obligé de travailler, on va être encore obligé d'argumenter, de faire les choses bien comme il faut, mais en fait, ils se nuisent surtout à eux-mêmes en continuant de s'acharner sur nous. Il y a des jours où je me demande, mais est-ce qu'ils s'en rendent compte? Donc ils nous obligent à nous dépasser et à être précis. Oui, mais en fait, ils s'enfoncent parce que plus ils s'acharnent sur nous, plus indirectement, ils reconnaissent que c'est la stricte vérité. Alors bien sûr, la presse avec 12 paires de guillemets a entonné les trompettes de la renommée. Je vous ai dit tout le mal que je pense, mais à juste titre, de l'agence France Presse, qui n'est plus que de la prostitution médiatique à haute dose en faveur des crimes d'État. Donc bien sûr, 2 femmes qui avaient propagé sur Internet la rumeur selon laquelle Brigitte Macron était une femme transgenre. Un Fox devenu viral jusqu'aux États-Unis ont été condamnés jeudi, pour diffamation. Donc je me suis permis de laisser sur tous les médias que j'ai trouvé colportant cette fausse nouvelle, c'est de la fausse information, le même commentaire, et voilà le travail. Rappelons que l'accusation ne portait aucunement sur ce qu'affirme la presse prostituée. Et voyez qu'en tout cas, mon commentaire à l'agence France Presse a fait plus de 20 000 vues. Donc il faut inlassablement marteler pour que les gens qui n'ont accès qu'à la presse mainstream puissent voir, au moins dans les commentaires, qu'il y a une falsification. Alors cela dit, la presse, évidemment, les merdias, appelons-le par leur nom, payent le prix de leur arrogance, de leur malhonnêteté et de leur médiocrité. La radio-télévision suisse, qui a été abominable tout au long de la crise, aussi mauvaise que la RTBF, que France Télévisions, que tous les médias nationaux, va supprimer 55 postes supplémentaires. C'est trop peu. Il faut supprimer tous les postes. Cette institution est devenue complètement toxique. Mais surtout, ce qui est fascinant, c'est qu'ils ne voient pas le lien. Pendant ce temps-là, tous les médias citoyens indépendants voient une audience qui explose, alors que nous faisons tout avec des bouts de chandelle et des bouts de ficelle, en ayant le 10 millième des moyens dont disposent ces régies prostituées. Alors, Tamedia, grand groupe de presse écrit en Suisse romande, même chose. Mais de nouveau, le travail qui a été réalisé au cours des 4 dernières années, mais aujourd'hui de manière générique, est vraiment d'une qualité, c'est même plus de la médiocrité, c'est vraiment du caniveau, il n'y a pas d'autre terme. Fred Stalder, un très fin observateur, excellent analyste des articles scientifiques, jubile, et je vais aller dans son sens. Enfin, une bonne nouvelle. Continuons à boycotter tous les médias qui ont fait la promotion du certificat d'obédience au cartel pharmaceutique. On n'a pas besoin d'eux. Que les journalistes au chômage, journaliste un bien grand mot, aillent désinformer au BRPMU le plus proche. Et puis, soulignons, quelqu'un a fait cette trouvaille, donc le rédacteur en chef de 24 heures, un des titres de Tamedia. Regardez, à quoi passe-t-il ses journées de rédacteur en chef ? Eh bien, à aller baver sur les comptes de ses cibles, en l'occurrence un internaute facétieux mais sagace, a retrouvé que de jour en jour, au long du mois de juillet puis du mois d'août, Monsieur Ansermo a été sur le compte de Florian Philippot pour lui rappeler qu'il avait fait 0,95%. Et tout cela, j'imagine, sur son temps de travail. Enfin, ça situe juste le niveau, et donc honte à cette presse. Maintenant, les journalistes du groupe en question débrayent, protestent. Enfin, s'ils ne se sont pas aperçus depuis des années et des années qu'ils sont les complices de dérives mafieuses et qu'ils ne servent strictement à rien d'autre que de faire gober les fadaises à la population, ma foi, tant pis pour eux. Et Fred Stalder, toujours lui, relève: j'ai beaucoup de peine à avoir de l'empathie pour des journalistes qui ont passé des mois à m'insulter en me qualifiant de criminel, désinformateur, complotiste, anti-vax, alors que je faisais le boulot à leur place et bénévolement.
Bon, closons ce chapitre avec une parole de l'immortel Jean-Yann. Je ne mens jamais, sauf quand je lis le journal à voix haute. Bon. Alors donc, cette presse a évidemment évacué depuis longtemps les vrais experts, mais elle n'a cessé de donner la parole à des gens qui sont juste des tristes cires d'une mauvaise foi et d'une malhonnêteté intellectuelle absolument totale. Et donc, on a appris que Conspiracy Watch n'a plus de sous. Et oui, ils ont dépensé tout l'argent du fonds Marianne. Comment vont-ils payer leurs avocats pour les procès qui les attendent? Eh bien, ils deviennent les mendiants de l'info. Ils font une quête en ligne pour renflouer leur caisse. Mais plutôt que de payer de leur poche des désinformateurs pareils, les gens qui seraient tentés de faire un geste en leur faveur feraient mieux de se renseigner auprès de vrais médias comme Off Investigation ou Blast France qui ont décodé, décrypté, mis à nu toutes les ficelles et les méthodes de ce qui est une officine de désinformation qui devrait même ne pas avoir sa place dans le paysage étant donné qu'elle est intrinsèquement malhonnête. Cela dit, nous pouvons élargir notre champ de vision à plus joyeux que Conspiracy Watch et notamment saluer le retour sur X de Putsch Media, un autre média qu'il vaut évidemment la peine de suivre et de soutenir avec l'excellent Nicolas Vidal. Alors revenons pour terminer au cœur de l'affaire en rappelant que Candace Owens, cette journaliste indépendante américaine qui a pris le risque de faire connaître le scandale autour de l'identité sexuelle de Brigitte Macron aux États-Unis, vient de voir sa chaîne YouTube être bloquée d'autorité pour une semaine. Alors, elle est par ailleurs dans un affrontement direct avec le lobby sioniste suprémaciste aux États-Unis, ce qui, par définition, est problématique, mais il apparaît qu'une partie de cette décision de censure de la part de YouTube tient au fait que Candace Owens a récemment diffusé une interview avec Xavier Poussard, qui, à la tête de la lettre d'information Faits et Documents, a publié énormément de données probantes autour de cette affaire, et que YouTube n'a pas supporté que Candace Owens dise sa conviction qu'il y a une secte satanique qui sévit à l'Élysée et à travers les personnes concernées. Un autre élément d'information que je souhaite porter à votre connaissance provient du très intéressant entretien au micro d'Éric Morillo sur la chaîne Les Incorrectibles dimanche passé du créateur de cette figure d'infofiction, Zoé Sagan, le créateur en question étant un communicateur et écrivain du nom d'Aurélien Poirson-Atlan. Et lors de cette émission, Aurélien a donné des révélations supplémentaires dont évidemment je ne puis absolument pas préjuger à ce stade de la véracité, mais lui-même affirme avoir reçu des informations et des documents des services de l'État français. Je vous laisse en prendre connaissance. Et quand des forces de police, par exemple, me disent qu'ils ont rencontré Macron avec Pierre Berger quand il était mineur dans un avion rempli de coke, qu'ils sont obligés d'appeler leur supérieur. Ça, c'est des affaires que j'aurais dû sortir en réalité. Encore une fois, quand on avait, oui, ça n'engage que moi, mais n'engage que toi. Il n'y a aucune preuve de ça. Ah si, bah moi. C'est plutôt l'envie de dire, voilà, c'est pas normal. C'est embêtant, tu vois. Il y a des choses que je sors pas. Typiquement, ce que les douaniers m'avaient donné sur Pierre Berger dans l'avion bourré de coke avec Macron mineur, avec des gamins dans l'avion. Voilà. Car si cela est vrai, à ce moment-là, cela ouvre encore une toute nouvelle perspective, mais qui n'est pas du tout inimaginable étant donné ce que nous savons déjà. C'est-à-dire que, rappelons que Pierre Berger a été l'égérie pré-wokiste des années Mitterrand, que le fait que la cocaïne circulait à haute dose ainsi que des actes pédocriminels dans sa villa de Marrakech, mais également dans son cercle d'amis jusqu'au sommet de l'État français est relativement bien avéré, et si donc Emmanuel Macron mineur était déjà impliqué aux côtés de Pierre Berger dans ce genre de milieu, cela nous mettrait totalement en dehors d'une affaire, certes pédocriminelle, mais privée, de détournement de mineurs par un homme ou une femme beaucoup plus âgé d'un jeune adolescent de 14 ans, mais d'une prise en charge à des fins de manipulation psychologique très précoce pour pouvoir effectivement faire d'Emmanuel Macron ce psychopathe à la tête de l'État français en charge de la destruction des institutions et de la nation. Alors rappelons que Candace Owens a misé sa réputation sur cette affaire, en exprimant sa conviction qu'il s'agit d'une histoire de pédophilie et du plus grand scandale politique de tous les temps,
Les travaux de Xavier Poussard sont très solidement appuyés sur des logiciels de reconnaissance faciale chinois utilisés notamment dans le cadre du crédit social et qui attestent que Brigitte Macron est l'adulte de la famille Trogneux qui correspond le mieux en termes de physionomie à l'enfant, aux photographies que nous avons de Jean-Michel Trogneux enfant. Et que dit Candace Owens? C'est en posant la question, mais pourquoi est-ce que cela a une importance, tout ce sujet que nous abordons ici? Eh bien, dit-elle, c'est parce que la réalité, c'est que c'est Brigitte Macron qui gouverne la France, et non pas son mari, qu'elle a violé lorsqu'il était adolescent. Mais tout comme l'affaire Hunter Biden, vous savez, cet ordinateur portable qui contient un nombre de scandales faramineux, notamment en montrant les liens entre le clan Biden et des mafias interlopes dans tout un ensemble de business glauques, trafic d'armes, trafic d'êtres humains, biolab en Ukraine et en Amérique du Sud. Tout comme l'affaire Hunter Biden est en train de sortir, Candace Owens est persuadée que cette affaire est également en train de sortir et montrera que dans la réalité, le fait d'avoir mis le couple Macron à la tête de l'État français avait pour raison de pouvoir les manipuler sans restriction à partir d'un chantage sur la menace de dévoiler l'identité réelle de Jean-Michel Brigitte et donc que la France serait littéralement prise en otage depuis un certain nombre d'années, ce qui pourrait accessoirement corroborer un certain nombre d'observations tout à fait factuelles que l'on peut faire dans le domaine de la réalité politique et institutionnelle de la France. La question est donc ouverte. Mais si nous revenons à l'essentiel, on comprend que toutes les personnes qui n'ont comme seule source d'information que les médias mainstream corrompus et prostitués n'auront entendu de l'Humanité au Figaro que cette confirmation que oui, il y a eu une rumeur transphobe, odieuse, visant l'innocente Madame Brigitte Macron, que les juges se sont emparés de cette affaire, ont attesté la réalité de la diffamation et justement condamné les personnes désobligeantes qui s'y étaient livrées. Et les personnes qui, comme vous, si vous m'avez suivi jusque-là, se sont déjà renseignées et peuvent considérer les tenants et les aboutissants, eh ben nous sommes dans une totalement autre affaire, celle d'un abus de droit et de justice, un véritable scandale judiciaire, où des juges qui n'auraient pas dû instruire ce cas parce qu'ils ont tous été nommés par Emmanuel Macron, un procureur qui dépend de Dupond-Moretti, qui est un ami de Brigitte Macron et qui lui doit à elle sa place comme garde des Sceaux depuis un certain nombre d'années, ont instruit un cas qui, sur la base d'allégations fumeuses qui n'ont jamais été vérifiées, pour pouvoir arriver à coup sûr à une condamnation qui ferait croire à la population tout entière que c'est la rumeur transphobe qui était visée, et en faisant au passage pression de manière ignominieuse par l'enlèvement de son enfant sur un des avocats de la défense, tout ceci dans un contexte de censure généralisée. Vous voyez, selon qu'on vit dans le vrai monde, ou qu'on est captif du médiavers, c'est-à-dire cette fiction, cette infofiction du coup, créée par les pouvoirs en place, eh bien nous n'habitons pas la même réalité, et lorsqu'on a été hypnotisé au point de croire toutes les fadaises que déverse sur nos têtes jour après jour cette presse prostituée, il est évidemment suprêmement difficile de se déprendre de cette vision du monde totalement fallacieuse qui a été implantée dans les cerveaux en question. Affaire à suivre, assurément. Si vous avez apprécié cette émission et que vous souhaitez soutenir mon travail, je vous rappelle qu'il est possible d'effectuer une donation du montant de votre choix ou de vous abonner à cette chaîne à partir d'1 € par mois. Toutes les références figurent sur mon site jdmichel.tv qui connaîtra bientôt une importante évolution et mise à jour. Je vous remercie et vous retrouve lundi pour une prochaine émission.